de suite donc notre premier grand format dans ce carrefour de l'information, le sujet des discriminations au travail. Un problème, on le sait, récurrent dont souffrent notamment les femmes qui portent un foulard. Récemment, le jugement relatif à une femme qui avait refusé d'enlever son voile s'était vu retirer une offre d'emploi et ses revenus d'intégration. Samira a défié la chronique et pourrait d'ailleurs créer un précédent. Nous en parlons aujourd'hui avec Yves Martens du CSE, du collectif contre l'exclusion, et maître François Roland, l'avocat qui a plaidé l'affaire. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, et avec nous bien sûr pour nous accompagner, Amaury Dubois. Bonjour Amaury. Bonjour Tariq, bonjour monsieur Martens, bonjour monsieur Roland. Voilà, alors une première question peut-être pour vous Yves, comment le collectif a été amené en fait à connaître cette info? En fait, au collectif Solidarité contre l'exclusion, nous avons créé un service qui s'appelle Infordroit, pour lequel il y a une juriste qui s'appelle Judith Lopez Cardozo et qui est spécialisée sur toutes les questions relatives au CPS. Donc, elle ne traite que ces questions-là. Et du coup, elle fait aussi dans notre revue Ensemble une chronique des juridictions du travail où elle traite régulièrement de cas. Et donc, ce cas-ci, et alors par ailleurs, elle traite parfois des dossiers, parfois un simple coup de fil suffit, parfois il faut faire des courriers, parfois il faut aller accompagner les gens dans les auditions, et puis parfois il faut faire des recours au tribunal, que parfois elle fait elle-même, mais elle travaille beaucoup avec une série d'avocats, dont Maître Roland, qui est un des avocats avec qui Judith travaille régulièrement. Et donc dans la revue, on essaye de faire cette chronique des juridictions du travail qui soit à la fois raconter l'histoire vraiment qu'a vécu la personne et à la fois amener les éléments juridiques dans un langage compréhensible. Et donc, dans le nouveau numéro qui va paraître dans quelques jours, eh bien, il y a justement l'article sur cette question-ci. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous résumer peut-être brièvement l'affaire Samira ? Oui, je vais le faire. Peut-être juste avant de m'exprimer sur cette affaire, je tiens à préciser que je m'exprime en mon nom personnel en tant qu'avocat ayant suivi l'affaire. Je n'ai évidemment pas la prétention ni la légitimité d'ailleurs de m'exprimer au nom des femmes et en l'occurrence au nom des femmes voilées, et je renverrai les auditeurs intéressés à écouter ces femmes et toute une série de collectifs qui militent aujourd'hui par rapport à ce sujet-là, pour être plus éclairé. Par rapport à l'affaire qui nous occupe, très brièvement, donc c'est une dame qui était venue voir le CSCE et Judith qui m'a appelé par rapport à cette dame qui en fait s'était vue retirer son revenu d'intégration sociale. C'est une dame qui est d'origine syrienne, qui est venue en Belgique suite au conflit syrien. Elle a obtenu un statut de protection internationale et donc elle bénéficiait de la part du CPS d'un suivi par rapport à, par exemple, des cours de français, madame ne parlant évidemment pas français à son arrivée en Belgique. Et après toute une série de mois aidés par le CPS, tout se passait très bien. Le CPS était satisfait, madame collaborait parfaitement. Et on propose à madame un contrat de travail, article 60, en tant que nettoyeuse dans un home. Géré par un CPS, le CPS bruxellois en question. Madame est emballée par l'offre d'emploi, elle se présente au CPS, elle discute et on lui indique qu'elle devra obligatoirement enlever son voile pour exercer le travail. Madame hésite et demande si elle ne peut pas... Elle propose des solutions en réalité, pouvoir peut-être un autre couvre-chef qui lui permettrait de respecter ses convictions religieuses. Et le CPS lui oppose une fin de non-recevoir. Il ne discute même pas en réalité, n'essaye pas de trouver de solution et dit à madame, mais dans ce cas-là, on ne vous offre pas l'emploi. Et c'est ça encore plus grave selon moi dans cette affaire-là, c'est qu'en plus de lui refuser la possibilité de travailler, qui est pourtant la mission première d'un CPS, intégrer socialement les personnes, eh bien, on retire en plus à madame tout droit aux allocations sociales, alors qu'elle avait cherché. Pour non-disposition à l'emploi. Donc la disposition à l'emploi est une des 6 conditions du revenu d'intégration. Elle avait réussi toutes ses évaluations, elle avait suivi toutes les formations qu'on lui avait demandé de faire. Donc elle avait vraiment un bulletin parfaitement impeccable. Et ce qui est frappant, c'est qu'ici, c'est pas elle qui refuse l'emploi, on l'empêche de l'exercer et on la sanctionne pour non-disposition à l'emploi en lui supprimant son revenu d'intégration. C'est vraiment énorme. Et donc, avec madame, on a été donc au tribunal du travail pour contester ce refus du CPS, à la fois
par rapport à l'emploi et en même temps par rapport aux allocations d'intégration sociale. Voilà, le tribunal, après un combat judiciaire contre le CPS, a donné raison à madame en exprimant clairement que le CPS avait, dans ce cas-ci, violé le droit à la liberté de religion de madame et avait discriminé madame sur base de ses convictions religieuses et fait rend un jugement très pédagogique par rapport à cette question sur la question et donc condamne là le CPS à réoctroyer le revenu d'intégration sociale de madame et constate la discrimination. Alors justement, on a parlé beaucoup dans cette affaire de discrimination indirecte. Pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que le concept de discrimination indirecte ? Oui, donc on distingue les discriminations directes et les discriminations indirectes dans toute la réglementation anti-discrimination en Belgique et européenne d'ailleurs également. Et donc une discrimination indirecte, en fait, est une disposition, ça peut être un règlement de travail, une loi, quoi que ce soit d'autre, qui est d'apparence neutre, c'est-à-dire que par exemple, dans ce cas-ci qui nous occupe, on va interdire tout signe religieux ou d'appartenance philosophique et qui en réalité, objectivement et dans les faits, entraîne en réalité un désavantage particulier pour une série de personnes, pour un profil particulier. Dans ce cas-ci, et de manière très concrète, il était évident qu'objectivement, ce règlement de travail du CPS discriminait en grande partie et de manière essentielle les femmes voilées. Alors, quand on subit ce genre de discrimination, qui doit arriver à beaucoup d'autres femmes malheureusement, quelles sont les voies de recours ? Vers qui peut-on se tourner quand on subit ce genre de discrimination ? Donc en fait, évidemment, si on en est, s'il n'y a pas de conciliation possible, s'il n'y a pas de dialogue possible, eh bien, dans le cadre du monde du travail, on va aller vers le tribunal du travail, évidemment. Maintenant, il y a aussi la possibilité de faire appel à la fois de la conciliation interne, à des personnes de confiance, au service des ressources humaines. Enfin, ça dépend aussi quand ça arrive. Hein. Ici, c'était au moment de l'engagement. Il y a des problèmes qui peuvent arriver dans le cadre de la relation de travail. Donc, c'est des choses, normalement, qui doivent pouvoir se discuter, se faire avec une conciliation. Son délégué syndical. Et puis, on peut faire appel, évidemment, à UNIA aussi, hein, donc, qui est le service de lutte contre les discriminations. Et alors, là, il y a toutes des conditions particulières pour voir si UNIA peut intervenir ou pas. On a déjà vu des appels à la Ligue des droits humains aussi. Enfin bon, il y a quand même pas mal de possibilités. L'essentiel à la base, c'est quand même qu'il y a un dialogue entre le travailleur et l'employeur. Et heureusement, dans beaucoup de cas, c'est possible. Donc là, on était vraiment ici dans un cas de fermeture complète et d'obstruction complète. Parce que justement, comme Maître Roland l'a dit, la dame, elle avait dit, bah, écoutez, si vous voulez pas que je mette un voile, je peux mettre un bonnet, quoi. Alors que c'est un bonnet, même pour faire des choses de nettoyage, bah, a priori, ça paraîtrait peut-être même positif, en fait. Et puis voilà, c'était vraiment un blocage complet. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que si on autorise le voile, ça peut être la porte ouverte à d'autres revendications ? Ça, c'est quand même... C'est le fameux appel d'air qu'on nous resserre à toutes les sauces, dans tous les sujets, et dont on a bien vu qu'on dit ça pour les réfugiés, on dit ça pour quand on donne des aides sociales supplémentaires, et c'est un concept fumeux qui n'a jamais été vérifié. Et donc, il faut évidemment que les choses soient raisonnables. On n'est pas évidemment il peut y avoir un certain code vestimentaire dans une relation de travail. Évidemment qu'on demande certaines règles, mais ces règles, elles doivent avoir un sens. Elles doivent être proportionnées. Elles ne peuvent pas être arbitraires, elles ne peuvent pas débarquer de n'importe quoi. Évidemment, si vous vous déguisez de manière extravagante alors que vous devez donner une image de sérieux à comme représentant de votre entreprise, ça peut poser problème. Mais je pense que c'est vraiment un faux argument et puis c'est quand même fou de dire que on pourrait discriminer sous prétexte que on réclamerait d'autres droits, quoi. Enfin, ouais, ça n'a pas de sens. Alors, on parle beaucoup de ce principe, justement, de ce débat sociétal qui est fort engagé en Belgique, de neutralité de l'État. On va d'abord poser le principe de quoi s'agit-il et en quoi est-il différent, c'est important,
du concept de laïcité qui est présent en France? Alors, oui, bon, la laïcité à la française, c'est tout un débat. On peut peut-être pas rentrer là-dedans. Disons que, évidemment qu'un État doit être neutre, évidemment qu'un service public doit être rendu à tous les publics de la même manière, quelle que soit la personne à laquelle on s'adresse. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes grand, vous êtes petit, vous êtes noir, vous êtes blanc, vous avez une croix autour du cou ou un voile sur la tête que vous nécessairement enfin, le préjugé de dire parce que vous vous habillez de telle manière, ça veut dire que vous ne seriez pas neutre dans le service que vous allez rendre au public. C'est quand même une accusation qui est grave et qui n'est pas fondée. On ne voit pas en quoi elle est fondée. Et puis, il n'y a pas de limite à ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit, la longueur? Est-ce que moi, j'ai une barbe trop courte, trop longue? Enfin bon, ce sont des éléments qui n'ont pas beaucoup de sens par rapport à ça. Et donc, ce principe de neutralité de l'État, il a aussi des répercussions, des aspects plus juridiques. Tout à fait. Et en fait, peut-être pour préciser, quand on parle de neutralité de l'État, en réalité, il y a deux acceptions de cette notion qui se rencontrent en droit. Certains sont les tenants d'une conception exclusive de neutralité de l'État, c'est-à-dire que, comme l'a exprimé Yves, le service public doit être rendu de manière égale et impartiale à tout le monde. Ça, c'est un principe qui est bien établi. Après, est-ce qu'on considère que lorsque les personnes qui rendent ce service, est-ce qu'ils doivent être d'apparence neutre ou est-ce que les gens peuvent s'habiller comme ils veulent, peuvent être comme ils le sont et peuvent surtout exprimer leurs droits fondamentaux comme celui d'une conviction religieuse, mais cela n'empêche pas qu'ils vont rendre le service de manière impartiale. C'est bien ça qu'on dit. Et donc, la neutralité exclusive, en fait, est définie comme il faut être également d'apparence neutre, et donc il faut être en fait tous les mêmes, tous habillés, sans exprimer quoi que ce soit dans ses vêtements, dans son apparence. Et puis la neutralité inclusive, qui dit chacun peut s'habiller comme il veut, peut exprimer ce qu'il veut, tant que le service rendu est impartial, est le même pour tous. Et selon moi, c'est vraiment vers ce concept-là qu'il faut aller. Et c'est notamment une partie de la jurisprudence qui défend ce concept-là. Juste rapidement, vous renvoyez ce que vous avez dit. Vous avez dit ça pourrait déboucher vers des inquiétudes sur j'ai une barbe trop longue, ou trop courte. On pourrait arriver vers ce qui se passe dans certains pays où on demande aux gens des normes spécifiques de la manière de s'habiller. Voilà, donc je pense qu'il faut être. On est dans un pays libre et effectivement, et par ailleurs. Juger sur l'apparence et préjuger que selon telle ou telle apparence, quelqu'un va avoir telle ou telle intention, c'est quand même grave. Et évidemment que si quelqu'un discrimine, et ça arrive, il y a parfois, il y a déjà eu des cas de telles personnes qui... généralement, c'est plutôt des cas de racisme, justement. Des cas où on traite moins bien quelqu'un parce qu'il est différent de soi. Donc ça, c'est évidemment inacceptable. Mais d'abord, rien n'indique que ça aurait été le cas ici. Et il n'y a aucune raison de le préjuger sur base d'une simple apparence. Et justement, en quoi le fait, dans le cas d'espèce qui nous occupe, en quoi la liberté accordée à une personne de mettre son voile au travail dans un service public, vous parlez de cette neutralité, en quoi cela ne viole-t-il pas la neutralité de l'État ? Mais donc ici dans cette affaire, pour parler de l'affaire qui nous occupe, le juge a vraiment opéré, et ce qu'il convient de faire souvent dans ce genre d'affaires, une appréciation au cas par cas. Et il a regardé ici, qu'est-ce qu'on proposait à madame comme métier? C'était un job de nettoyeuse dans un home. Elle n'était déjà pas à l'accueil. Donc c'est voilà. Et alors, est-ce que le juge a vérifié, est-ce qu'on pourrait considérer que madame, en portant son voile, en exprimant son droit fondamental de ses convictions religieuses, est-ce qu'elle pourrait moins bien faire son travail, ou le faire de manière impartiale, ou le faire de manière différente en fonction de la personne chez qui elle fait? Et il est évident qu'ici, la juge a très clairement dit, mais non, il n'y a pas de raison de considérer que madame, qu'elle porte son voile ou qu'elle ne le porte pas, fera différemment son travail et portera atteinte éventuellement aux droits des usagers du service public d'avoir un traitement
le même, impartial, etc. Et donc, ici, ça a très clairement été exprimé par le juge. Alors, est-ce qu'on peut espérer que ce jugement va créer un précédent? On pense notamment aux situations analogues comme celle des étudiantes de Francisco Ferrer. En tout cas, en CPS, et de manière générale en droit du travail, mais en particulier en CPS, et pour les CPS bruxellois, c'est sûr que c'est un jugement qui est intéressant. Et comme l'a dit Maître Roland, il est très pédagogique, il est très très bien fondé, tellement que le CPS n'a même pas fait appel, alors qu'on avait vu à quel point le CPS était quand même fort agressif sur cette question-là. Donc le jugement est vraiment très très clair, donc il va resservir certainement. Maintenant, les situations des étudiantes est malheureusement un petit peu différent. On peut espérer que ça joue, mais c'est pas aussi facilement transposable que dans un autre cas de discrimination par rapport à l'emploi. Alors, mais ce que j'espère après ce jugement qui a été relayé notamment sur le site d'UNIA également, c'est que les CPAS, dans leur mission d'intégration sociale, vont réfléchir à deux fois, notamment par rapport aux embauches, à est-ce que je participe à l'intégration de cette personne en la rejetant de la possibilité de travailler. C'est vraiment ça qui se passe. Et je reviens sur la question aussi précédente. Le tribunal ici, il a clairement dit, le CPS de Gansoren se défendait devant le juge en expliquant, mais vous savez, les personnes dans le home, c'est des personnes vulnérables, elles pourraient avoir des a priori, elles pourraient avoir des préjugés. Et le tribunal a clairement exprimé, et je vais lire ce que le tribunal a dit. Le tribunal n'aperçoit pas en quoi les libertés des usagers du CPS de Gansoren auraient pu être mises en danger de manière réelle et concrète par le fait que madame aurait arboré un voile ou un bonnet pendant qu'elle aurait exécuté ses travaux de nettoyage, sauf à considérer que le CPS de Gansoren devrait se plier aux préjugés supposés ou perceptions subjectives emplies de crainte ou de méfiance des usagers des services du CPS. C'est très important. Et ça veut dire, je pense, et c'est d'ailleurs une demande qui est faite par une série de services publics, dont Actiris, qui aujourd'hui pratique une politique de neutralité inclusive à l'embauche et avec ses employés. C'est vraiment une demande qui est faite au niveau régional. Regardez vos règlements de travail et tentez, tant que faire se peut, d'analyser les situations concrètes pour permettre à tout le monde de s'intégrer dans la société, de travailler, peu importe ce qu'il porte, peu importe ce qu'il pense, tant que le travail est fait de manière impartiale. Rapidement. Je vais juste une petite accélération, je rebondis. Quand on lit ce jugement du tribunal de Gansoren qui dit en gros les usagers pourraient être effrayés par... on a quand même l'impression qu'il y a un gros problème parce qu'on a l'impression que les usagers pourraient percevoir une femme volée comme un extraterrestre. Ça dit quand même beaucoup de choses sur certaines perceptions et préjugés de notre société. Et s'il y a des préjugés racistes dans les membres du personnel ou dans les personnes qui reçoivent le service, c'est aussi à l'employeur de lutter contre ces préjugés racistes et il n'a pas à aller dans le sens des préjugés racistes. Maintenant, moi, je n'accuse pas les usagers de la maison de repos du CPS de Gansoren d'avoir des préjugés racistes. Il me semble que c'est plutôt le CPS qui instrumentalise cet argument-là. Et c'est précisément en intégrant et en employant des personnes de toute conviction, de tout avis, qu'on combattra ces préjugés, que les gens se rencontreront et qui verront que peu importe comment on s'habille, à quoi on ressemble, on est tous les mêmes et on fait tous notre travail comme on le peut. Voilà, alors, je pense que c'est important. Le temps passe très très vite. Peut-être encore une toute dernière question. On a longuement évoqué donc du cas de Samira, mais il y a aussi toutes les autres discriminations intersectionnelles, maître. Oui, effectivement, en fait, dans ce jugement, malheureusement, le point n'a pas été traité parce que la discrimination sur base des convictions religieuses a été retenue. Mais je pense que c'est un point qui n'est pas suffisamment soulevé par les juridictions parce que c'est difficile au niveau juridique. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il est évident qu'aujourd'hui, on ne fait pas seulement face à des discriminations uniquement religieuses ou uniquement sur base du genre, mais souvent, les personnes qui sont discriminées sur base de plusieurs critères. On parle du genre, on parle de convictions religieuses, on parle de l'origine ethnique parfois, peu importe, la couleur de peau, l'âge, la nationalité, etc. Ces discriminations aujourd'hui, elles ne sont pas reconnues en droit. Le juge n'a la possibilité, alors on essaye de changer, il y a des sociologues qui en parleront mieux que moi, mais le juge n'a pas la possibilité que de condamner sur base d'une discrimination sur un critère. Alors qu'aujourd'hui, il est très clair, et il y a de nombreux rapports et de dossiers qui sortent là-dessus, que les personnes ne sont pas seulement discriminées sur un critère, mais sur plusieurs. Je parle d'une femme
de couleur de peau noire va être discriminé non seulement en tant que femme, mais également à cause de sa couleur de peau. Et ces deux critères vont souvent jouer ensemble pour créer des discriminations encore plus fortes, des obstacles encore plus forts à son intégration, par exemple dans la société belge. Et ça pose vraiment problème. Il faut se rendre compte de ce problème-là et aujourd'hui ouvrir les perspectives juridiques pour pouvoir dénoncer ces discriminations intersectionnelles. Et je pense que c'est un chantier qu'il va falloir vraiment qu'il va falloir s'attaquer ces prochaines années. Yves, peut-être le mot de la fin. Oui, ben c'est bien sûr, il faut des outils juridiques, mais donc c'est bien sûr d'abord politique. Et donc, on parle, l'accord du nouveau gouvernement fédéral met un peu à toutes les sauces l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations, notamment parce que c'est vrai que c'est une qui est très très importante, la discrimination, les discriminations multiples que subissent les femmes. Et donc, bien entendu, qu'il faut absolument avoir cette volonté politique et puis il faut avoir des actes, il ne faut pas que ça reste juste des bonnes intentions. Il y a des bonnes intentions dans les différents accords des nouveaux gouvernements, les régionaux qui ont déjà un petit peu de temps derrière eux, et puis le nouveau gouvernement fédéral. On sera attentif à ce que la lutte contre les discriminations, qui débouche très souvent sur l'exclusion, comme c'était le cas ici, eh bien que cette lutte, elle soit effective et que ce ne soit pas seulement des belles phrases dans des accords. Et nous vous inviterons dans quelques semaines ou dans quelques mois pour juger et jauger les premières mesures de ce nouveau gouvernement. Yves Martens, du collectif contre l'exclusion, le CSE, et maître François Roland, l'avocat qui a donc plaidé l'affaire de Samira. Merci monsieur d'avoir apporté votre éclairage. Je vous remercie. De midi à 13h, c'est le carrefour de l'info sur Arabelle.